Quand on pense à l'abolition de l'esclavage, on imagine souvent une grande victoire morale de l'humanité. C'est l'histoire qu'on nous raconte, celle des livres scolaires, une sorte de prise de conscience collective où les idéaux des Lumières, la liberté, l'égalité, auraient enfin triomphé. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Et si, derrière ce récit un peu trop parfait, se cachait une réalité beaucoup plus complexe, une réalité faite de calculs économiques, de stratégies politiques? C'est ce qu'on va voir ensemble en plongeant dans les archives pour comprendre ce qui a vraiment motivé ce tournant majeur de notre histoire. L'idée dominante, elle est assez simple, au fond. Et les puissances coloniales, celles-là même qui avaient bâti leur richesse sur le travail forcé de millions de personnes, auraient soudainement eu une illumination morale et décidé d'y mettre fin. C'est une belle histoire, c'est certain, mais elle a un gros défaut. Elle oublie des acteurs et des facteurs absolument décisifs. Et pour bien comprendre, il faut d'abord changer de perspective. Cette citation du poète ghanéen Kofi Awoonor, elle est puissante parce qu'elle nous déplace. Elle nous sort du point de vue européen pour nous rappeler ce qui a été perdu. Des cultures, des vies, tout un monde, où l'humain est devenu une simple marchandise. C'est vraiment le point de départ essentiel pour comprendre tout le reste. Alors le premier dossier que l'histoire officielle a tendance à classer un peu vite, c'est celui de la véritable force motrice de l'abolition, la résistance acharnée, constante des personnes asservies elles-mêmes. Loin, très loin d'être des victimes passives qui attendaient qu'on les libère, elles ont combattu le système en permanence, le rendant de moins en moins rentable et de plus en plus dangereux pour les maîtres. Et cette résistance, elle prenait toutes sortes de formes. C'était une véritable guerre d'usure, un combat de tous les instants. On cassait un outil, on ralentissait la cadence de travail, on feignait d'être malade ou de ne pas comprendre un ordre. Et parfois, ça allait beaucoup plus loin, jusqu'à l'empoisonnement ou l'incendie criminel. Chaque acte, même le plus petit, était une façon de réaffirmer son humanité et de saboter la machine économique de l'esclavage. Et cette résistance a atteint son apogée avec un événement qui a littéralement changé la face du monde, la Révolution haïtienne. En 1791, l'impensable se produit. Une population réduite en esclavage se soulève et bat les armées les plus puissantes de l'époque, françaises, britanniques, espagnoles, pour finalement fonder, en 1804, la toute première République noire. L'onde de choc a été planétaire. Elle a semé une terreur profonde chez tous les esclavagistes. Cette citation, elle illustre parfaitement une vérité qu'on oublie souvent. Celui qui impose la chaîne est aussi prisonnier de son propre système. Il vit dans la peur constante de la révolte. Sa dépendance totale à la personne qui l'enchaîne le rend, paradoxalement, incroyablement vulnérable. Bon, passons maintenant au deuxième moteur de l'abolition, un moteur beaucoup moins glorieux, on va dire. C'est le calcul froid des industriels. C'est la thèse, vraiment puissante, de l'historien Eric Williams. Pour lui, l'abolition n'a pas été décidée pour des raisons morales, mais bien parce qu'elle devenait une nécessité économique. Ce tableau, en fait, il montre un véritable choc des mondes. D'un côté, le vieux modèle colonial basé sur les plantations de sucre, de coton, avec ses monopoles protégés, mais des profits qui commencent à décliner. De l'autre, le nouveau capitalisme industriel qui est en train de naître. Et le point crucial, il est là. Ce nouveau modèle, il a besoin de travailleurs, oui, mais il a surtout besoin de consommateurs. Un esclave, c'est un outil de production. Un ouvrier salarié, lui, c'est aussi un client potentiel. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe ultime. L'argent qui a été généré par la traite et l'exploitation dans les plantations a directement financé les machines à vapeur et les usines en Europe. Autrement dit, l'esclavage a financé le système qui allait le rendre obsolète. Les nouveaux capitalistes industriels ont donc soutenu l'abolitionnisme. Non par humanisme, mais pour affaiblir l'ancien ordre économique colonial qui freinait leur propre expansion. C'était une question de business. Et enfin, le troisième pilier de cette contre-histoire. C'est l'abolition utilisée comme un pur instrument de guerre, une arme politique. Et l'exemple le plus frappant, c'est sans doute celui de la guerre de sécession américaine. On nous présente souvent Abraham Lincoln comme le grand émancipateur. Mais quand on lit de près sa fameuse proclamation d'émancipation, on découvre avant tout un document militaire. Ce n'est pas du tout une déclaration morale universelle, c'est un ultimatum qui déclare la liberté uniquement dans les États ennemis, les territoires où il n'a en fait aucun pouvoir, tout en maintenant l'esclavage dans les États qui, eux, étaient restés fidèles à l'Union. Une manœuvre politique très calculée pour affaiblir l'adversaire. Et cette stratégie, elle a fonctionné de manière spectaculaire. La proclamation était avant tout un outil de recrutement massif. Près de 190 000 Afro-Américains ont rejoint l'armée de l'Union. Cet apport en hommes a été absolument décisif dans la victoire du Nord. Donc la proclamation, ce n'était pas juste une mesure morale, c'était une arme de guerre stratégique. Alors, est-ce que l'abolition marque vraiment la fin de l'oppression ? Eh bien, quand on regarde les faits, on se rend compte que l'esclavage n'a pas tant été aboli qu'il n'a été transformé. La liberté qui a été accordée était dans la réalité bien souvent une coquille vide. Et voici sans doute l'ironie la plus choquante de toute cette histoire. Après des siècles de travail volé, qui a été indemnisé ? Pas les victimes, qui n'ont absolument rien reçu. Non, les archives comptables le prouvent noir sur blanc. Ce sont les propriétaires d'esclaves qui ont reçu d'énormes sommes de la part des États pour la perte de leurs biens.
Le cas le plus extrême, le plus absurde, c'est celui d'Haïti. Pour obtenir sa reconnaissance internationale, la jeune République a été forcée par la France de payer une dette colossale aux anciens colons. Une dette qui a littéralement étranglé son économie pendant 122 ans, jusqu'en 1947. Imaginez une seconde. Les victimes qui paient leurs bourreaux pour avoir conquis leur propre liberté. Et sur le terrain, cette liberté n'était qu'un mot. De nouvelles formes de contrôle ont été immédiatement mises en place. Les Black Codes pour restreindre les déplacements, puis les terribles lois de ségrégation Jim Crow. L'objectif était clair, maintenir la suprématie blanche et un système de caste où la personne blanche la plus pauvre resterait toujours socialement supérieure à la personne noire la plus respectable. Ce proverbe africain y résume absolument tout. L'histoire de l'abolition, telle qu'on nous la raconte souvent, c'est l'histoire du chasseur. Une histoire qui met en avant la grande morale des puissants, tout en laissant dans l'ombre la résistance des opprimés et les froids calculs économiques. Alors la question qui reste, c'est quelles autres histoires attendent encore que leur lion enfin les raconte ?